L'enterrement. Je m'appelle Isaac Thornberg. J'ai 70 ans. Quelques heures mais à peine après avoir inhumé ma femme, avec qui j'avais partagé 45 années de vie, mon fils unique m'a conduit sur une route de campagne déserte et m'a abandonné là, livré à mon sort. L'odeur des lits de deuil flottait encore lourdement dans l'habitacle, mêlée à celle du cuir coûteux de la Mercedes. J'étais assis à la place du passager, l'esprit encore au cimetière, fixé sur la terre fraîche qui recouvrait désormais ma Déborah. Pendant 45 ans, nous avions bâti une vie, une famille, une entreprise de construction prospère, née de rien d'autre que de notre courage et de notre amour. André, lui, n'avait pas prononcé un mot depuis notre départ. Ses mains serraient le volant, les jointures blanchies. Il portait un costume à 1 000 €, mais il n'avait pas l'air d'un homme en deuil. Pas une larme pour sa mère, pas un mot de réconfort pour son père. Un premier malaise m'a saisi lorsqu'il a quitté l'autoroute. Les banlieues soignées ont cédé la place à des maisons délabrées et à des champs déserts. « André, où allons-nous » ai-je demandé. « Ce n'est pas le chemin de la maison. Ce n'est plus ta maison, » a-t-il murmuré. Une peur glaciale a noué mes entrailles. Il a bifurqué sur un chemin de terre rouge qui soulevait un nuage de poussière. À 1 kilomètre de nulle part, il s'est arrêté. Le silence soudain était assourdissant. « Descends » a-t-il dit d'une voix plate, dénuée d'émotion. Je l'ai dévisagé. « Qu'est-ce que tu as dit » Il s'est tourné vers moi, et dans la lumière déclinante, j'ai vu un éclat froid dans ses yeux. J'ai dit « Descends ». Maman est morte. Tu n'as plus de raison d'être là. La maison, l'entreprise, tout nous appartient maintenant. Tu es vieux. Il est temps pour toi de te reposer. Me reposer, ici, ma voix n'était qu'un murmure étouffé. Un sourire cruel a effleuré ses lèvres. Tu m'as toujours appris à me débrouiller seul. À ton tour, maintenant. Il est sorti, a jeté un vieux sac de voyage contenant mes vêtements de travail dans la poussière. Tiens, pour que tu ne dises pas que je t'ai laissé sans rien. Le choc m'a paralysé, mon fils, mon propre sang. Il a ouvert ma portière. Je suis sorti en trébuchant sur le sol inégal. Il a claqué la porte, démarré le moteur et disparu dans un nuage de poussière rouge qui m'a englouti. Le souvenir. Quand la poussière s'est dissipée, un souvenir a percé le brouillard de ma douleur. La semaine dernière, Déborah, dans son lit d'hôpital, m'avait saisi la main. « Isaac » avait-elle murmuré, « ne lui fais pas confiance. Il a les yeux de Tiffany. Maintenant, ce n'est plus notre fils. Protège ce que nous avons construit. Promets-le-moi. » J'avais hoché la tête, pensant que c'était la morphine qui parlait. « Je te le promets, mon amour. » Cette promesse résonnait désormais dans ma tête, non comme un souvenir, mais comme un ordre. Le choc initial s'estompait, remplacé par quelque chose de froid et de dur. J'ai regardé autour de moi. Au loin, je distinguais la silhouette du vieux château d'eau de chez Yerne. La ferme de Georges n'était qu'à 5 kilomètres en suivant cette route. André avait commis une erreur fatale. Il pensait abandonner un vieil homme impuissant. Mais la douleur de perdre Déborah, combinée à cette trahison ultime, ne m'avait pas brisé. Elle avait consumé tout ce qui était tendre en moi, ne laissant qu'un noyau d'acier trempé. Il croyait m'avoir tout pris. Au contraire, il venait de m'offrir une liberté. La liberté d'agir sans craindre de blesser ma famille. Car cette famille avait cessé d'exister dans ce nuage de poussière. Je me suis penché, j'ai ramassé le sac et l'ai jeté sur mon épaule. Je n'étais plus un veuf éploré. J'étais un soldat en mission. Le tournant. Chaque pas faisait remonter des souvenirs, tranchants comme du verre brisé. J'avais été un fou. Déborah avait tenté de m'avertir, de 1000 petites manières, au fil des années. Le moment où tout s'était brisé s'était produit le mardi précédent, à l'hospice. J'étais sorti un instant. À mon retour, André se tenait près de la fenêtre. Tiffany, au pied du lit de Déborah, parlait au téléphone, fort, joyeusement, comme si elle organisait un brunch. « Toute l'arrière de la maison doit être ouverte », disait-elle. Des portes vitrées du sol au plafond, une rénovation complète. On se débarrassera de ces vieux lambris sombres, du marbre italien dans la salle de bain. Dès que ce sera fini, on pourra faire venir les entrepreneurs dans la semaine. André entendait chaque mot. Il n'a pas bougé.
Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas dit à sa femme de respecter sa mère mourante. Il fixait la fenêtre comme s'il était à 1 million de kilomètres. À cet instant, quelque chose en moi essaie mort. L'espoir que je nourrissais pour mon fils s'est transformé en glace. Ils n'attendaient pas que Déborah meure. Ils attendaient juste qu'elle ne soit plus un obstacle. Le piège, depuis une cabine téléphonique, j'ai appelé Amina Okoro, la meilleure avocate que je connaisse. Dans son bureau, je lui ai tout exposé. J'avais besoin de quelque chose de plus solide qu'un testament, qu'André pourrait contester. Amina m'a parlé d'une fiducie conditionnelle et d'une clause de déloyauté morale. Nous avons passé 3 heures à la rédiger. Cette clause, enfouie dans les statuts fondateurs de Thornberg et Fils Construction, stipulait que si l'héritier désigné commettait un acte de négligence grave ou de turpitude morale portant atteinte à la réputation de l'entreprise ou au bien-être des fondateurs, le contrôle total des actifs de la société serait immédiatement transféré à une fiducie prédésignée. Le déclencheur devait être concret et vérifiable. 2 jours plus tard, j'ai apporté les documents à André à l'hôpital. Je lui ai dit que mon esprit était embrumé par le chagrin, que les avocats insistaient pour mettre à jour des dossiers administratifs. Il n'a même pas lu les pages. Il a signé chaque feuille, pensant s'emparer du pouvoir. Mais tout ce qu'il a fait, c'est charger l'arme et me la tendre. Il ne manquait plus qu'il appuie sur la détente. Et ce jour-là, en m'abandonnant sur cette route, il l'a fait. Le sauvetage. Des phares ont déchiré le crépuscule. Un vieux pick-up Ford s'est arrêté à mes côtés. George Kastner, Pepa, le premier employé que j'avais embauché, m'a regardé. Il n'avait pas l'air surpris. « Je me doutais que tu serais là », a-t-il dit. « Monte ». En roulant, je lui ai demandé « Comment savais-tu » ? Déborah m'a appelé, la semaine dernière, depuis l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment sur ce qu'André pourrait faire après l'enterrement. Elle m'a fait promettre de venir te chercher. L'amour de Déborah me protégeait encore, même par-delà la tombe. La confrontation. Le cabinet d'Amina Okoro occupait le 40e étage d'une tour du centre-ville. André et Tiffany sont entrés avec 5 minutes de retard, auréolés d'une arrogance désinvolte. Puis ils se sont figés. Là, à l'autre bout de la table en acajou, Georges et moi les attendions. Je portais mon vieux costume de mariage, impeccablement repassé. Je n'étais pas l'homme hagard, abandonné au bord de la route. J'étais Isaac Thornberg, fondateur et président de Thornberg et Fils Construction. La suffisance a quitté le visage d'André. Amina Okoro est entrée, incarnation de l'autorité professionnelle. Elle n'a pas souri. « Monsieur Thornberg, Madame Thornberg », a-t-elle dit, « merci d'être venu. Nous avons beaucoup à discuter. » Amina a ouvert un dossier épais. « Vous êtes ici en pensant que nous allons finaliser un transfert d'héritage. C'est inexact. Nous sommes réunis pour discuter de l'exécution de la clause de déloyauté morale inscrite dans les statuts fondateurs de Thornberg et Fils Construction. » André s'est agité sur son siège. « De quoi parlez-vous ? Le testament de ma mère est parfaitement clair. » « Le testament de votre mère concerne uniquement ses biens personnels, » a répondu Amina. « L'entreprise est régie par ceci. » Elle a poussé le dossier au centre de la table. Les statuts originels de 1983, article 9, section 4, la clause de déloyauté morale. Elle a expliqué la disposition. Si l'héritier désigné commettait un acte vérifiable de négligence grave ou de déshonneur personnel contre le fondateur survivant, sa part dans l'entreprise serait immédiatement annulée et transférée à une fiducie aveugle. André a ri, amer. Une clause aussi vague est inapplicable. La clause exigeait 2 conditions précises, a dit Amina. Premièrement, une confirmation signée par l'héritier. Deuxièmement, un acte vérifiable. Elle a glissé une feuille vers André. Sur la signature, sur la page 17 des mises à jour administratives. Quant à l'acte vérifiable, a poursuivi Amina, sa voix presque un murmure, nous avons un témoin.
L'épreuve. Amina a posé 3 pièces à conviction sur la table. Pièce A. Une déclaration sous serment d'une infirmière de l'hospice. Elle atteste avoir entendu Madame Tiffany Thornberg, au pied du lit de votre mère mourante, discuter bruyamment de ses projets de rénovation totale de la maison familiale. Le visage de Tiffany a blêmi. C'est un mensonge. Pièce B. Les journaux des serveurs des comptes de l'entreprise. Plusieurs tentatives échouées de transférer 250 000 € sur un nouveau compte privé. Un compte ouvert à votre nom le mois dernier, Monsieur Thornberg. André a bafouillé. C'était juste une étape préparatoire pour un nouveau projet. Un projet dont votre père n'avait pas connaissance, a conclu Amina. Pièce C. Une déclaration sous serment de Monsieur Georges Kestner. Il atteste avoir retrouvé Monsieur Isaac Thornberg, à la demande de feu Madame Thornberg, marchant sur une route rurale près de Cheyenne, immédiatement après avoir été abandonné par son fils André Thornberg. Amina s'est adossée à son siège. Abandon d'une personne âgée vulnérable, tentative non autorisée de détournement de fonds de l'entreprise, et manque flagrant de respect envers votre mère mourante. La clause de déloyauté morale a été légalement et irrévocablement activée. Le silence était total. André a secoué la tête. Non, vous bluffez. C'est fait, a dit Amina. Depuis 9 heures dimanche dernier, le transfert a été automatiquement exécuté. 100% des parts de contrôle de Thornberg & Fils Construction, la propriété résidentielle au 14, avenue des Chênes, ainsi que tous les capitaux associés ont été légalement et irrévocablement transférés. Transférés à qui? A hurlé Tiffany. À la fiducie du legs Deborah Thornberg, a répondu Amina. Son unique bénéficiaire est une organisation caritative qui construit des logements abordables pour les familles défavorisées. André s'est levé d'un bond, rouge de colère. C'est une ruse. Nous contesterons. Nous vous poursuivrons en justice. Nous ferons traîner ça pendant 10 ans. Ils étaient comme des bêtes acculées, mais totalement impuissants. Amina a attendu que leur éclat s'apaise. Vous êtes libre d'intenter toute action légale. Sachez cependant que la fiducie est inattaquable. Et il y a un dernier détail. Quel détail? A raillé André. Le conseil de la fiducie n'a aucun intérêt à gérer Thornberg et Fils Construction. Leur devoir est de convertir les actifs en capital liquide le plus efficacement possible. Ils ont donc décidé de liquider l'entreprise. André a esquissé un sourire brisé. Tu préférerais tout détruire plutôt que de me le laisser. Tu as tout perdu. Alors, pour la première fois, j'ai pris la parole. Pas tout, mon fils. Amina a porté le coup final. La fiducie a vendu l'entreprise dans son intégralité lors d'une transaction privée unique. Tous les actifs, équipements, contrats, le nom de marque, tout pour le prix symbolique d'1 €. André a fixé le vide. Quel investisseur achèterait une entreprise de construction pour 1 €? Amina a fait un signe de tête vers Georges. Le nouveau propriétaire tenait à être présent à cette réunion. Lentement, Georges a plongé la main dans sa veste. Il en a sorti un portefeuille en cuir et a posé une pièce d'1 € au centre de la table. Puis, il a présenté l'acte de vente, signé et notarié. Monsieur André Thornberg, Madame Tiffany Thornberg, a dit Amina. Permettez-moi de vous présenter le nouveau président et unique propriétaire. Georges a regardé André droit dans les yeux. Bonjour André. On dirait que les choses ont changé. Je prendrai les rênes lundi. Nous pourrons alors discuter de ton avenir dans l'entreprise, s'il y en a un. Tiffany a poussé un sanglot étouffé. Ses yeux se sont révulsés et elle s'est effondrée, évanouie. André n'a même pas remarqué. Il s'est affaissé sur sa chaise, le corps mou, le visage figé par le choc. Il fixait la pièce d'1 €, symbole de tout ce qu'il avait perdu. L'adieu. En quittant la salle avec Georges, une voix désespérée a crié « Papa, attends !» André a surgi du couloir, le visage baigné de larmes. Il m'a saisi le bras. « Papa, je t'en prie, c'est notre famille. Tu ne peux pas tout donner à cet homme. Je suis ton fils. J'ai eu tort. On peut arranger ça, s'il te plaît. » Il pleurait, des sanglots laids, désespérés. Mais c'étaient des larmes d'auto-apitoiement, pas de remords. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. « Tu es mon fils, André, » ai-je dit, la voix lourde de chagrin. « Mais tu te trompes, je ne te rejette pas.
C'est toi qui t'es rejeté toi-même. De quoi parles-tu? Il s'agit de ta mère. Le garçon que j'ai élevé aurait défendu l'honneur de sa mère jusqu'à son dernier souffle. Mais toi, tu es resté silencieux pendant que ta femme planifiait de démolir la maison de ta mère au-dessus de son corps mourant. À cet instant, j'ai compris que le fils que j'aimais avait déjà disparu. Tu as détruit notre héritage, a-t-il sangloté. Non, tu as confondu héritage et actifs. Les bâtiments, les camions, l'argent, ce ne sont que des actifs. N'importe qui peut les posséder. Mais un héritage, c'est l'âme. Ce sont les 45 années de sacrifice que ta mère et moi avons consenti. Le respect que nous avons gagné. L'intégrité de notre nom. Tu ne voulais qu'une coquille vide à remplir de tes ambitions creuses. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était une promesse faite à ta mère. Protéger l'âme de son œuvre. Ma promesse à elle est plus sacrée que le lien biologique avec l'étranger que tu es devenu. Je l'ai regardé une dernière fois. Le père en moi voulait le serrer dans ses bras. Mais l'époux, qui avait fait un serment sacré à sa femme, savait que certaines choses étaient trop brisées. Je lui ai tourné le dos et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. J'ai enterré l'espoir que j'avais porté pendant 40 ans pour mon fils. Georges m'attendait près des ascenseurs. Il a posé une main sur mon épaule. Les portes se sont refermées, me séparant de l'homme qui avait été mon fils. Épilogue. 6 mois plus tard. Le froid de cet automne s'était dissipé, remplacé par la douceur d'un printemps bavarois. L'entreprise s'appelait désormais Kestner et Thornberg Legs Bâtiment. L'atmosphère avait changé, l'énergie fébrile et avide de profit d'André avait disparu. À sa place, un bourdonnement régulier, celui d'un travail authentique, porté par un sens. Le chantier résonnait du bruit des scies, des marteaux, des rires d'hommes. Cela rappelait l'époque où Déborah nous apportait le déjeuner, quand tout ce que nous avions était un rêve et un camion. J'étais de retour à ma place, sur le chantier, une ceinture d'outils à la taille, les mains à nouveau calleuses. Georges gérait les contrats commerciaux, mais notre mission avait changé. Nous ne construisions plus seulement des structures, nous construisions des avenirs. Les bénéfices alimentaient désormais le programme de formation Legs Bâtiment. Nous allions dans les centres communautaires des quartiers les plus difficiles de Munich. Nous trouvions des jeunes oubliés, des adolescents ayant abandonné l'école, pleins de potentiel, mais sans opportunité. Nous leur offrions plus qu'un emploi. Nous leur offrions un métier, un avenir. Nous leur apprenions à construire des maisons avec patience et respect. Nous leur montrions que le travail de leurs mains avait de la valeur. Nous les payions équitablement pendant leur apprentissage. Ce n'était pas de la charité, c'était un investissement dans la communauté. André voulait construire des condominiums de luxe. Nous construisions désormais des logements abordables pour l'organisation caritative qui possédait notre ancienne entreprise. J'observais un jeune homme nommé Marcus, arrêté 2 fois par le passé, découvrir son talent pour la menuiserie. La fierté sur son visage lorsqu'il a parfaitement installé une porte pour la première fois valait plus que tous les appartements de luxe qu'André aurait pu construire. C'était l'héritage que Déborah aurait voulu. Elle croyait en l'idée d'offrir une main tendue pour aider à se relever. Chaque poutre que nous posions témoignait de son esprit. Nous ne construisions pas seulement des maisons, nous reconstruisions des vies. Nous prouvions que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas à sa marge bénéficiaire, mais à l'impact positif qu'elle laisse derrière elle. Je rentrais chez moi, dans un petit bungalow en périphérie. Il avait une balançoire sur la véranda et un jardin où j'essayais de faire pousser des tomates, comme Déborah. Je m'asseyais sur la balançoire avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher. Je n'avais plus des millions en banque. Je n'avais plus une entreprise à mon nom. Mais en cet instant, je me suis rendu compte que j'étais l'homme le plus riche que j'ai jamais été. Ils avaient pris les actifs, mais ils m'avaient laissé l'héritage. Mon fils n'a jamais compris la différence. Il voyait les camions, les bâtiments, les comptes en banque. Il voyait les actifs et les voulait. Mais les actifs ne sont que des choses. Ils peuvent être achetés, vendus, volés. Ils n'ont pas d'âme. Un héritage est invisible. C'est la réputation qu'on bâtit, le respect qu'on gagne, les vies qu'on touche. C'est l'empreinte qu'on laisse dans le cœur des gens. Notre héritage ne résidait pas dans l'enseigne de Thornberg et fils. Il était dans la manière dont nous traitions nos employés.
dans la qualité de notre travail, dans l'intégrité de notre nom. Le programme de formation, ces jeunes apprenant un métier, construisant des maisons pour des familles, voilà l'héritage. Il transmet la force que nous avons bâtie, non sous forme d'argent, mais sous forme d'opportunités, de chances pour une nouvelle génération de construire son propre avenir. C'est un héritage vivant. Il respira, il grandit. Il ne peut être ni acheté ni vendu. Il ne peut qu'être mérité. La route où André m'a abandonné n'était pas une fin, c'était un carrefour. Elle m'a forcé à choisir, le chemin de l'amertume ou celui du sens. J'ai choisi le sens, et il m'a conduit à cette paix. Mon fils a essayé de me voler mon avenir. Au lieu de cela, il m'en a offert un nouveau, un meilleur, un avenir bâti sur l'esprit indéfectible d'Isaac et Déborah, pierre par pierre, avec honnêteté, intégrité et amour. Et c'est un héritage que personne ne pourra jamais m'enlever.